Alors, question quiz. Quel est le nom de la mascotte des sénateurs d'Ottawa? Les gars sont sérieux. Sparty. Ben, c'est ça, c'est son petit nom. OK. Spartacat. Spartacat. C'est ça. C'est pas tout le monde qui est gâté comme on peut l'être à Montréal. Là. Mais Spartacat a fait des vagues. Vous avez vu? Avez-vous vu? Alex n'a pas vu. Oui, Martin a vu. T'as vu? Non. Très mauvais choix vestimentaire. Spartacat avait un chandail moitié sénateur, moitié nordique. Pour l'annonce avec Pour M. l'annonce. Andlauer. Ouais. Non, j'ai pas vu les On images. n'était pas content. C'est la goutte qui a mis le feu aux poudres. Voilà, une poudre, un feu. Un feu qui prend mouillis. Un feu liquide. Ouais. Ouais. J'ai trouvé ça, ça m'est apparu en même temps. Un drapeau, peut-être, ça aurait plus fait. Moi, ça m'est apparu un peu exagéré, mais qu'en sais-je? Mais ça aurait été bizarre si Youpi avait C'est ça. eu un chandail scindé en deux. Mais non, c'est ça. Mais non, exactement. Métal, peut-être, mais pas Youpi. Métal à la rigueur. Ben, Martin, non, tu comprends, tu trouves, tu vois que c'est un faux pas? Ben, c'est pas juste l'histoire du chandail, c'est d'entendre. Premièrement, les sénateurs vont à Québec pour annoncer qu'ils vont disputer 2 matchs préparatoires là-bas. Parfait. Et là, le propriétaire en remet un peu durant la période de questions en disant oui, ce serait le fun de venir disputer des matchs de saison régulière ici. Si on le fait en Suède, pourquoi ne pas le faire ici? Alors que c'est complètement différent. Là. Quand la Ligue nationale va disputer des matchs en Europe, ce sont des territoires où il n'y a pas d'équipe de la Ligue nationale de hockey, puis on veut développer des nouveaux marchés, puis on génère des revenus supplémentaires avec ça. Okay. Non, mais j'avais pas vu ça comme ça. Oui, c'est ça. Et là, disputer des matchs de saison régulière sur le territoire du Canadien, c'est une autre chose. Okay. Québec fait partie du territoire. Sur la carte de la Ligue nationale, Québec fait partie du marché du Canadien. C'est un peu, je sais pas, comme si les Penguins de Pittsburgh disaient nous, on aimerait ça venir disputer des matchs de saison régulière à Hamilton. Là. Les gens diraient mais pourquoi? Et il y a eu un épisode, il y a 1 an et demi, l'année dernière, où, avant que l'équipe soit vendue, là, il y avait une histoire qui était sortie à l'effet que les sénateurs voulaient aller disputer 5 matchs à Québec ou avaient discuté de ça. Et là, ça avait suscité de fortes réactions. Et les sénateurs avaient tué ça dans l'œuf. Oui, avaient tué ça dans l'œuf en disant non, on a discuté avec Québec d'une candidature possible pour accueillir le championnat mondial junior. Il n'y a jamais été question de disputer des matchs là-bas. Et il y a le fait que M. Andlauer a de la difficulté là, à conclure la transaction pour acheter le terrain qui appartient à la capitale nationale là, sur les plaines Le Breton pour construire le nouvel amphithéâtre. Il a montré un petit peu d'impatience par rapport à ça. Fait que c'était dur de voir est-ce qu'il essayait de marcher sur une ligne fine pour faire monter la pression un peu, ou il a juste voulu plaire aux gens qui posaient des questions en disant oui, Québec pourrait accueillir des matchs de saison régulière, mais ça a eu une connotation, en plus avec la mascotte. Oui, la mascotte, ça a comme été la goutte. Oui, la photo publiée sur le site des sénateurs, ça a mal passé. Alors, j'avais pas bien saisi, je pense. Vous me direz si c'est pas la première fois. J'avais pas bien saisi toutes les nuances. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas comme la Suède, même si c'est sur Andlauer. Il y a aussi que c'est aller disputer des matchs ce serait aller disputer des matchs dans une ville qui a déjà eu une équipe de la Ligue nationale et qui en veut une encore. Est-ce qu'il en veut une? Est-ce qu'on a c'est une méchante claque au visage, là. C'est toute une rebuffade. C'est comme si je sais pas, moi, les Bruins de Boston allaient jouer à Hartford. Hartford, peut-être que le mouvement a été moins... Vous n'êtes pas capable de trouver une bonne analogie. Mais non, ça en est une bonne. Peut-être que le mouvement a été moins dynamique dynamique qu'à Québec pour avoir le retour d'une équipe, mais ça demeure une ville blessée par le départ de ces Whalers et Québec l'est probablement d'autant plus. Alors, il y aurait clairement là-dedans... C'est ça, une espèce de presque de mauvaise foi, je trouverais, là, de la part des sénateurs. Alors, c'était donc une nouvelle positive, entre guillemets, 2 matchs pré-saison présentés à Québec sans subvention gouvernementale. Comme quoi? Ça s'est retourné, ça a fini en gestion de crise pour les sénateurs avec le président qui a été obligé d'aller à la radio pour expliquer que non, l'équipe n'allait pas déménager. Est obligé d'émettre des déclarations écrites pour dire on s'excuse. Mais là, est-ce que ça se pourrait que tout ça ne soit pas un accident, que ce soit un peu une façon de mettre de la pression ou de dire
d'appuyer sur l'impatience qui se manifeste peut-être, ou là, on va trop... Honnêtement, ça serait si c'était ça, ce serait exagéré. Les sénateurs ont clairement indiqué qu'ils avaient l'intention de construire leur amphithéâtre, de débourser les frais nécessaires pour ça, de ne pas demander de subvention, ce qui est très responsable. Pour financer leur amphithéâtre, ils veulent construire une espèce de quartier de divertissement autour de leur amphithéâtre, mais il faut acheter donc la moitié de la ville. C'est ça. Il faut acheter un gros terrain. Il faut acheter un terrain substantiel. Et là, c'est dans l'entente qu'ils ont avec la Commission de la capitale nationale, l'entente dit le prix sera vendu un prix raisonnable, au prix du marché. Un prix raisonnable du marché. Et ils n'ont pas l'air de s'entendre sur c'est quoi un prix. Une juste valeur du marché. Alors, c'est là que le bas blesse, mais on est loin... on est loin des bras de fer qui se sont livrés d'autres villes avec d'autres organisations pour dire vous allez nous payer notre amphithéâtre, sinon on s'en va, quoi que ce soit. Là, c'est assez mineur. C'est assez mineur. Puis de ce que je comprends, la CNN aussi, c'est une agence gouvernementale. Non, c'est ça, ça prend du temps. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit réglé en un claquement de doigts. La CCN, pardon. La Commission de la capitale nationale, oui. Donc, il n'y a rien d'étonnant dans le fait que ça traîne en longueur. C'est pas Michael Andlauer qui va décider quand ce terrain-là ce terrain-là va être vendu et quand la transaction va se conclure. C'est la CCN. Donc, peut-être que lui est un peu impatient, mais il n'aura pas le choix de jouer dans les règles, avec les règles du jeu. Et aussi, c'est un vaste propriétaire foncier, la Commission de la capitale nationale. Ils ne peuvent pas faire une entente à l'amiable avec un de leurs clients. Non, il y a des protocoles, on fait des... C'est ça, et après ça, arriver avec les autres qui veulent acheter des terrains pour dire non, vous allez payer à la valeur du marché. Donc, c'est assez complexe aussi en même temps. Ah, sacré Spartacat. Ah, il est fou. C'est un fou. C'est trompé. C'est pas de ma faute. C'est ça qu'il a dit. Il y a quelqu'un qui lui a fait enfiler ce chandail-là. Oui. C'est une autre victime. Une victime collatérale à cette époque. Des communications, d'accord. OK, aujourd'hui, le meilleur avantage numérique de l'histoire. Combien cher est-ce trop cher? Et Alex préfère les vacances. C'est tellement OK, épisode 375. Mais pas un Alex autour de la table, là. Ah! Ben peut-être, enfin. C'est parce que là, il y a cette espèce de boutade récurrente, là, comme quoi je suis toujours en vacances. Ah oui, qui a dit ça? Ça vous ressemble, ça, Alex préfère les vacances? Ben oui, c'est vrai. Ouais. Mais dans ce cas-ci précis, ça concerne un autre Alex, mais ça pourrait s'appliquer à un Alex. Autour de la table. Cet Alex, c'est Alexandre Gascon. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alex. Allô, Martin. Et ce Martin, c'est Martin Leclerc. Il est chroniqueur sportif au service des sports de Radio-Canada. Salut, Martin. Bonjour, les Alex. Et je m'appelle Alexandre Coupal. Ça pourrait être Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est vraiment ça. OnlyFans. Le tweet, le book, le gram. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Et oui, on commence avec la question du public. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout qu'elle est générale, puis elle va lancer la discussion. Premier segment de cet épisode, on va se concentrer un peu sur la semaine du Canadien. Et vous serez d'accord pour dire qu'il y a 2-3 affaires. Il y aurait 2-3 affaires à corriger. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport quel est l'élément le plus urgent à corriger chez le Canadien. Et sur le Facebook, Gaétan dit les punitions. Prenez des notes, là. C'est bon, ça. C'est bon pour vous autres. Marc-André dit défensive, la deuxième pire depuis 2 semaines. Je n'ai pas vérifié, mais à l'œil, ça se pourrait. C'est bon, ça aussi. Alain, toujours sur Facebook. Apprendre cette saison à gagner et gérer un calendrier de 82 matchs. Lynn, toujours sur le book. Donner le premier but à l'adversaire, dans le sens de arrêter de.
Toujours sur le book, Pierre-Marc, être patient et laisser faire l'équipe de direction. Ça, il y en a toujours un qui trouve que gagner, c'est bon, mais pas trop. ça ressemble à ça. Toujours C'est un des classique. relents de ça. Sur Facebook, Christian, l'expérience, on ne peut rien y faire. Le temps est la solution. C'est pas inintéressant. Sur le Gram. Dans le sens d'aller chercher Christopher Le Temps? Ou Le Temps? Depuis le temps qu'on en parle, le temps. Comment ça, il n'est Le pas temps déjà qu'on en là? parle. Où est-ce qu'il a signé déjà? Sur le Tube, Zachary, sortir avec intensité dès la première période et garder cette constance durant toute la partie. C'est pas de mauvaise observation. Et sur le Gram, Richard, début de match. Hein? Alors, toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Plusieurs chantiers. Mais Je pense que Richard met quand même un peu le doigt sur le bobo. début de match. Oui, le bobo le plus à vif. Ah oui? En ce moment, oui, les débuts de match, c'est vraiment un problème pour le Canadien. 10 fois, on en a parlé un peu vendredi, mais 10 fois dans les 13 dernières rencontres, ils ont donné le premier but. La dernière fois, il me semble que tu disais 9 fois dans les 12 dernières Oui, il y a eu un match OK. depuis ce temps-là. Non, mais Donc là, c'est rendu ça se tient. 213. Tu vois que je t'écoute. C'est bon. Puis c'est 16-8 au total début pour l'autre équipe durant cette période-là. Donc, ils sont doublés complètement. Alors, c'est un problème qui est récurrent. Ouais. Et à l'amorce de cette belle séquence du Canadien qu'on peut identifier comme étant peut-être le match à Winnipeg, même s'ils l'ont perdu. Là, c'était le match après la dégelée contre les Pingouins. Vous avez quand même disputé un match dans l'ensemble plutôt solide. C'était resserré défensivement, certainement. Mais depuis donc la mi-décembre et au début de cette séquence-là, le trait commun des départs du Canadien, c'était justement d'être dans la face de l'adversaire. On les dominait pour ce qui est des chances de marquer, des tirs au but, possession de la rondelle, des buts marqués généralement. On prenait l'avance, alors on sautait à la jugulaire de l'autre équipe assez rapidement. Ça a bien servi le CH. Ils ont réussi à s'en tirer malgré tout là, dans la séquence plus difficile qu'on évoque des 13 dernières rencontres où ils sont souvent en retard puis ils courent après leur queue. Mais c'est certainement pas une recette de succès. Puis on en parle depuis un bout, on voit certaines choses. Le naturel. Je ne sais pas si c'est le naturel, mais en tout cas, revient. certaines failles réapparaître dans l'armure. Et ça demande une correction immédiate parce que il pourrait y avoir glissade là, si ça ne se corrige pas. Alors, je pense que oui, la première période, les entames de partie sont extrêmement importantes. Et puis, en deuxième lieu, ça pourrait être le resserrement du jeu défensif où on a vu contre les Devils, entre autres, et même avant ça, là, des longues présences dans la zone défensive, l'incapacité à fermer le jeu rapidement, à relancer l'attaque rapidement. On est embourbé souvent dans notre territoire, ce qu'on voyait avant, ce qu'on ne voit plus maintenant. Donc, ça pourrait être ça, mais il y en a plein d'autres. L'avantage numérique va vraiment pas bien depuis un bon bout de temps. Alors, il y a pas mal de dossiers. C'est fascinant, les équipes de sport, parce que c'est vraiment comme un organisme vivant qui est un tout. Et on a commencé à parler de ça, je pense, il y a 2 semaines, sur le fait que le jeu commençait à s'effriter. Je pense que les Canadiens avaient joué à Dallas et en Utah à ce moment-là. Puis on a dit, ça commence à... Il gagnait. Ça commence à glisser. Et c'est ça, l'équipe a continué à gagner malgré tout. Et là, dans ce temps-là, les joueurs sont peu portés à apporter des correctifs, à se corriger, parce qu'on continue à gagner, ça va bien. Et là, ça prend de l'expansion, les problèmes. Et il y en a de plus en plus de fautes qui se commettent ou de couvertures qui sont oubliées ou de jeux compliqués qu'on essaie, puis ça n'arrête pas de grossir. Et là, on a frappé un peu... c'est devenu un abcès. Au cours des derniers matchs, le Canadien a été dominé sérieusement dans les chances de marquer. Et là, on va profiter, j'imagine, des séances d'entraînement pour essayer de corriger ça. Mais les équipes qui sont plus vieilles, plus aguerries, attendent peut-être un petit peu moins longtemps là, avant d'arriver ça. Mais c'est vraiment une boule de neige qui n'a pas arrêté de grossir durant les 2 dernières semaines. Ça va être une autre réponse intéressante à de nombreuses questions qu'on peut se poser quand on regarde cette équipe-là évoluer. Là. Le temps que ça va prendre ou la durée que ça va prendre de retrouveront-ils d'abord? Se retrouveront-ils? Et pensez-vous que ça va être long? Bien, ça va nous montrer où en est la progression du Canadien. Après ça, c'est impossible à prédire. Ce qui nous démontre qu'il y en a déjà eu une aussi, progression, c'est que malgré ça, ils sont encore dans le coup. Ouais. Puis malgré tout ce qu'on vient d'évoquer, Martin Saint-Louis le disait lundi après l'entraînement, on n'a vraiment pas eu une grande semaine de hockey la semaine dernière,
mais on a joué pour 500. 1-1-1, 3 points sur 6. Ce ne sera pas suffisant là, pour se qualifier pour les séries éliminatoires, mais il était encouragé par le fait que dans une semaine, Une mauvaise semaine dans le quart, mais dont on sait que l'origine remonte un petit peu plus loin que la semaine dernière, mais malgré tout, dans cette dernière mauvaise semaine de jeu du CH, on s'en tire avec une fiche de 500. Donc ça, je pense que c'est un signe de progression aussi. Et l'autre, ça va être, comme tu le disais, combien de temps ça va prendre? Est-ce qu'ils vont être en mesure de se corriger? Combien de temps ça va prendre? Maintenant, il y a le fait que l'adversaire ne prend plus le Canadien à la légère, là, c'est certain. Ils sont dans la course pour les séries. Ils ont affronté beaucoup de rivaux directs dans les dernières semaines. Alors, tout le monde se prépare en conséquence. Souvent, en tout cas plus souvent qu'autrement maintenant, le CH va affronter le gardien numéro 1. Je pense que le Lightning en a fait une belle démonstration quand... Mais ils ont perdu. Ça n'a pas marché. Ça leur a explosé au visage. Tu sais, avant d'affronter le Canadien, ils jouaient le lundi à Toronto. Ils ont envoyé Jonas Johansson, ou JJ, comme l'appelait Cooper. JJ n'a pas été très, très bon contre les Leafs et puis il s'est fait poivrer. Mais dans le but de garder Vasilevski le lendemain contre le CH, ça n'a pas fonctionné. On en parlait à Cooper, puis il a dit « Oh, faut pas trop essayer de lire dans les fleurs, les feuilles de thé là-dedans, parce que moi, je gère pas mes gardiens. Je décide pas de mon gardien en fonction de l'adversaire, etc. » Ah Mais, non? d'accord. En fonction de quoi, d'abord? Il tire au hasard. C'est ça. C'est toujours Vasilevski qui Quand c'est le tour à JJ, c'est le tour à JJ, peu importe c'est ça, qui. c'est ça. Mais la dernière fois, JJ, il n'avait pas connu une bonne soirée contre le Canadien à Tampa Bay, puis il s'était fait avoir pas mal. Et puis là, le CH avait la chance de se rapprocher à un seul point du Lightning, ce qu'il a fait à ce moment-là, en gagnant. Alors, je pense que c'était assez délibéré là, de la part de Cooper d'envoyer Vasilevski. Alors, oui, il y a ça. Certainement que le plan de match est appliqué avec soin. On le prépare adéquatement avant de se mesurer aux Canadiens. Pas qu'on ne le faisait pas avant, mais c'est humain. Là. Ça fait partie de la nature humaine de relâcher peut-être un peu en se disant on n'a peut-être pas besoin de jouer notre meilleur match aujourd'hui, puis on risque de sortir avec une victoire pareille en affrontant le CH. Là, c'est moins le cas. Alors, tout le monde les voit arriver. Il y a ça aussi, il faut qu'ils s'habituent à ça. Les joueurs du CH là, sont pas... Ils ne pourront pas éternellement être négligés. Non, là. négligés, passer sous le radar tout le temps. Donc, c'est beaucoup d'adaptation, je pense. Il y a le calendrier dont on a parlé aussi la semaine dernière qui est vraiment éreintant. Là. Vous me direz, ça vaut pour toutes les équipes, mais ce n'est pas tout le monde qui traverse les mêmes séquences intenses au même moment. Et celle du dernier mois du CH était particulièrement relevée, surtout que c'était beaucoup des poids lourds de la Ligue nationale. Tu peux avoir des séquences peut-être plus chargées, mais idéalement, peut-être contre de moins bonnes équipes. Le CH, c'était pas ça. Donc, il y a quand même beaucoup de facteurs. Est-ce qu'ils vont se relever? C'est la grande question qui nous attend, puis j'ai bien hâte de voir. Là. C'est quand même un bon test cette semaine parce que là, le défi, c'est d'éviter les séries de défaites d'ici la fin pour ne pas se faire sortir de la course. Le Canadien n'a pas perdu 3 matchs de suite, je pense, depuis la mi-novembre ou autour du 10 novembre. Et là, il y a eu la défaite à Détroit, il y a eu la défaite en fin de semaine. C'est une grosse pointure, les Jets, mardi. Grosse pointure, le Wild jeudi. Fait que ça peut débouler rapidement. Là, tous les efforts qui ont été faits depuis le début du mois de décembre, c'est quand même fragile. Là. Il faut rester en selle. C'est vrai que le potentiel de ça est là, mais en même temps, c'est réaliste de penser que il y a des bonnes chances que ça arrive. Là. Non? Ça ne serait pas étonnant. Qu'ils perdent leurs 2 matchs. Qu'ils perdent les 2 matchs, qu'ils soient sur une séquence de 4 défaites consécutives. Et je ne sais pas, cette course-là, depuis le début de la saison, dans le fond, elle est tellement... Là, c'est pas compliqué. Au début de l'année, toutes les Red Wings, nommez-les, les Red Wings, les Sénateurs, le Canadien, toutes ces équipes-là qui sont dans ce Columbus, ils ont un début d'année moyen à différents degrés. Là, ils sont tous sur des séquences à différents degrés encore, mais ils sortent tous sur des super séquences. Tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point une série de défaites les sortirait de la course. C'est sûr que ce n'est pas à souhaiter, mais je dis ça parce que moi, je l'anticipe. Là. Je pense que ce serait normal que ça arrive. C'est juste que quand tu perds, mettons, 2 points de classement et que tu te bats contre 6 équipes ou 7 équipes pour participer aux séries, à remonter le courant, ça peut prendre 3 semaines et demie là, avant d'aller chercher ce que tu as perdu. Et
Si on compte, il y a du temps. Hein? Comptons en séquence de 3 semaines et demie. Là, il en reste 2. Il n'en reste pas tant. Non, il n'en reste pas tant que ça. Fait que c'est quand même important de rester dans le coup. Bon, j'ai pas de relance. C'est la preuve qu'on a répondu à toutes les questions. On a fait le tour de la question. Mais le Canadien ne peut pas se permettre de relâchement. Les Wings ont encore gagné hier. Même les Flyers. Oui, mais ils vont arrêter de gagner, c'est ça que je veux dire. C'est que les Red Wings aussi vont avoir une séquence. Les Rangers sont en train de remonter. Le Lightning vont s'en sortir. Boston. Boston va se battre. Je ne pense pas qu'ils vont s'en sortir, mais ils vont se battre. Ils vont se battre, c'est sûr. Les Sands, ils ont de bons moments. Ouais. Là, tu sais, on avait dit il n'y a pas si longtemps, on dirait que c'est une course de tortue, qu'il n'y a personne qui veut franchir la ligne d'arrivée, mais qu'éventuellement, il y en a qui vont augmenter la cadence. Mais c'est exactement ça qui est en train de se produire. Là. Toutes ces équipes-là sont fortement victorieuses dans leurs 10 derniers matchs. Toute la gang. Les Flyers, 6-3-1 dans leurs 10 derniers. Rangers, 6-1-3. Détroit, 6-3-2. Columbus, 7-2-1. Tampa, 5-4-1. Boston, 5-3-2. Et Ottawa, 7-2-1. Tout le monde est en... Je suis hypnotisé. Ouais, regarde. Non, mais t'as raison. Toutes ces équipes-là gagnent 6 ou 7 matchs sur une tranche de 10. Là. Ce serait quoi, là? Si c'était des tortues, ce serait des lièvres. C'est très bon. Ben, je pense que c'est 2 joueurs qui sont capables d'amener beaucoup d'offensives. Puis c'est 2 joueurs très talentueux, différents joueurs, mais très talentueux. Puis des fois, je pense qu'ils savent qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis ils ont une grosse confiance. Des fois, c'est peut-être de ne pas essayer d'en faire trop. De laisser ces moments-là arriver. Ils vont être là, de ne pas toujours les chercher. Mais 2 excellents joueurs. Martin Saint-Louis, à propos du duo numéro 1, Mike Matheson et Elaine Hudson, qui incarnent, je pense, à eux deux, là, ce petit, entre autres, là, ce petit passage à vide, qui vont certainement tenter de renverser la vapeur. Ce soir, je dis ça parce qu'on enregistre, on est mardi matin, ce soir, les Jets de Winnipeg sont en ville, c'était déjà une grosse cylindrée. L'an passé, c'était déjà le cas. Et cette année, c'est encore plus impressionnant. Et Martin, dans tes notes, tu nous faisais remarquer non seulement que l'avantage numérique c'est beaucoup amélioré par rapport à l'an dernier, au point où on utilise des grands mots là, comme historique. Ouais, mais les Jets, c'était une très bonne équipe de la Ligue nationale la saison dernière. Là, ils ont récolté 110 points au classement, meilleure défense de la Ligue. Ils ont un des 3 meilleurs gardiens. Donc, avant que la saison commence, on se disait que cette équipe-là sera compétitive, mais tu regardes cette saison, ils ont marqué 29 buts de plus qu'à pareille date la saison dernière. Là, c'est énorme. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Si les Jets continuent à ce rythme-là, ça va être peut-être une 50aine de buts de plus pour une équipe qui était déjà performante. C'est énorme. Quand tu pars des bas-fonds du classement, c'est une chose, marquer 50 buts de plus. Là. Quand tu regardes la façon dont ils ont marqué ces buts-là supplémentaires, c'est leur avantage numérique qui fonctionne à 33,3 et ça, c'est un rythme supérieur à celui des Oilers il y a 2 ans, quand ils avaient inscrit la meilleure statistique de l'histoire de la Ligue nationale, qui était 32,4 Et avant ça, là, les Oilers avaient battu le record du Canadien qui datait de 1977-78, les années de Steve Shutt, Guy Lafleur, l'avantage numérique avait fonctionné à 31,9 Alors, c'est gigantesque comme transformation. Fait que ça fait d'une équipe qui avait une attaque, une bonne attaque avec des bons marqueurs. Ça rend les Jets absolument redoutables. Et j'ai l'impression, ma théorie, c'est que le déclic s'est passé la saison dernière quand Sean Monahan a été échangé aux Jets. L'avantage numérique des Jets fonctionnait, c'était au début février, si ma mémoire est bonne, quand cette transaction-là avait le 2 ou quelque chose c'était pendant le week-end des étoiles, donc exact. Et l'avantage numérique des Jets fonctionnait à 15 là, ce qui était sous la moyenne de la Ligue nationale. Et à partir du moment où Monahan est arrivé au sein de l'avantage numérique, ça a été du 24 là, jusqu'à la fin de la saison. Et j'ai l'impression, Martin Saint-Louis dit des fois, les joueurs se coachent eux-mêmes, s'enseignent les uns les autres. Je pense que Monahan a laissé quelque chose là.
Et là, cette année, ça fonctionne à 33 %. C'est vraiment hallucinant. Tu regardes un gars comme Kyle Connor a déjà marqué 9 buts en avantage numérique. Il en avait marqué 5 dans toute la saison dernière. Mark Scheifele. Ce qui était une anomalie, là. Mark Scheifele a déjà marqué 8 buts en 51 matchs. Il en avait marqué 6 la saison dernière. Nikolai Ehlers a 17 points d'avantage numérique. Il en avait eu 7 dans toute la saison dernière. Donc, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui surpassent leur performance, mais visiblement, ils ont trouvé une recette. Là. Ils sont parvenus à créer des patrons de jeu qui fonctionnent et qui prennent les défenses de court. Et je trouve ça fascinant de voir, ça ne sort pas d'une boîte à surprise que les Oilers aient eu le meilleur avantage numérique de l'histoire il y a 2 ans, puis que les Jets soient performants comme ça. Depuis 3 saisons dans la Ligue nationale, il y a une explosion de l'efficacité des systèmes d'avantage numérique. Je ne suis pas capable de l'expliquer. Pourquoi collectivement... Comment on va faire pour savoir? La moyenne est à 21,39 %, la moyenne de la Ligue, ce qui est très élevé. Ça te plaçait dans l'élite il n'y a pas si longtemps. C'est ça. Ouais. Ça prenait ça. C'est ça. Là, c'est moyen. Puis ce sont des pourcentages qu'on voyait au milieu des années 80 ou à la fin des années 70. Et honnêtement, j'ai peine à me l'expliquer. Les patrons de jeu qu'on voit, les attaques, les formations parapluies, tout ça, on les voyait il y a 6 ans. Là, mais il y a plus de mouvement que jamais, je pense. Là. Il y a une créativité puis une rapidité dans l'exécution, dans le mouvement, dans les permutations. Il y a quelque chose là. Je pense pas que ce soit suffisant. C'est une raison à elle seule pour facteurs. l'expliquer, c'est ça. Mais peut-être qu'il y a un peu quelque chose là-dedans. C'est difficile à expliquer parce que les gardiens sont performants. Mais d'un autre côté, oui, les avantages numériques, mais en général, il y a plus de buts qui se marquent dans la Ligue nationale. Les gardiens, leur moyenne, la moyenne des gardiens. La moyenne. Ça, c'est une moyenne. Les moyennes des gardiens sont aussi en diminution. Là. Un 900 aujourd'hui, c'est plus ce que c'était il y a 10 ans, par exemple, où c'était bien ordinaire. Là, ça n'indique pas nécessairement que vous connaissez une mauvaise saison. Donc, ça, il y a l'habileté des joueurs, certainement. On met beaucoup l'accent sur l'attaque. Les systèmes de jeu sont basés là-dessus. Mais c'est difficile d'expliquer exactement pourquoi. Je serais curieux d'en parler avec Jake Allen, qui avait toujours Mais là, il était là. Une fine analyse. Oui, qui avait toujours une réflexion intéressante sur ces enjeux-là. Je n'étais pas là samedi. Après le lockout de 2004-2005, quand on est revenu dans la Ligue avec les nouvelles règles, plus d'accrochage, etc., la moyenne des gardiens avait chuté de 911 à 901. Et là, après ça a recommencé à croître graduellement. On a atteint 914 ça, c'est dans le temps de Carey Price. En 2011-2012, c'est ça. Ouais. Et là, on est redescendu à 901 là, présentement. Alors, je vais vous le dire, moi, ce qui fait baisser la moyenne, c'est le départ de Carey Price. Probablement. Voilà! Non, mais c'est sûr. C'est pas plus compliqué que ça. Mais L.A. Buck fait sa part pour augmenter la moyenne. Je sais, mais je trouvais ça très... à chaque fois qu'on assiste à quelque chose d'historique, je trouve que ça vaut la peine d'insister là-dessus. Je ne sais pas si les Jets vont pouvoir maintenir cette cadence-là. Ouais. Surtout que, contrairement à, mettons, les Oilers l'an passé ou le Canadien des années 70, il n'y a pas de méga, giga vedette dans cette équipe-là. C'est davantage un travail de groupe, là, ou enfin, ça repose davantage sur la profondeur. Oui, ben c'est ça. Il y a des vedettes quand même. Mais il n'y a pas de Connor McDavid. Non. Tu regardes, si tu regardes les 3 avantages numériques les plus performants avant celui des Jets, là, les Oilers avaient Draisaitl et McDavid. On parle de 2 des 5 meilleurs. Le Canadien avait Lafleur et Schott, qui étaient 2 des 3 meilleurs. Et les Islanders avaient Bossy et Trottier, qui étaient aussi 2 des 5 meilleurs buteurs de la Ligue. Connor et Scheifele, j'ai énormément de respect pour eux. Ce sont de très bons joueurs de hockey, mais c'est pas le même niveau. C'est pas la fine élite comme on avait au sein des 3 autres équipes. Là. Mais pour Winnipeg, ça demeure une équipe extrêmement performante en saison depuis plusieurs années maintenant. Vous rappelez-vous quand ils ont atteint la demi-finale en 2018 là, contre les Golden Knights, qu'ils avaient perdu. On les croyait à ce moment-là en ascension, puis plus sur le début de quelque chose que l'inverse. Finalement, c'est le contraire qui s'est produit. Ça a été une lente descente, non pas aux enfers, mais tranquille là, une petite pente douce. C'est ça, un petit...
parce qu'ils ont perdu toute leur défensive à l'époque. Puis, bon, Byfuglien, Un pas de recul. Enstrom, Trouba et Charrot et compagnie. Mais il y a eu un pas de recul, certainement. Mais très rapidement, ils ont réussi à se retrouver puis à être extrêmement performants en saison. Puis c'était le cas l'année dernière, Martin l'a dit. Deux premières défenses de la Ligue nationale l'an passé. 15e attaque, donc dans la moyenne. Mais l'année d'avant aussi, là, 46 victoires, 33 défaites et 3 matchs nuls il y a 2 ans. Donc, c'était une très belle saison aussi. Et puis, le défi, ça va être vraiment de faire, on le sait, là, en saison, ce que vaut cette équipe-là. C'est un genre de Toronto des prairies. Depuis 2 ans. Voilà. Ça fait moins longtemps. C'est ça, Mais ouais. oui, mais D'ailleurs- l'année dernière et l'autre d'avant, ça a été décevant. Leur prestation en éliminatoire, ça a été 2 défaites à 6 sèches en 5 matchs au premier tour. L'an passé contre l'Avalanche, il y a 2 ans contre les Golden Knights. Bon, vous me direz, c'était pas n'importe qui, mais Le balayage, balayé par le Canadien, Oui. ça, c'est... ça compte pas. reculer, Ça, là. ça compte pas. Ça, c'est la saison de la compte pandémie. pas. Il faut reculer d'il y a 4 ans. Là. Ouais, mais si ça compte pour Toronto, ça compte pour Winnipeg. OK, ça compte pour Winnipeg. Elles ont Mais- leur destin est lié. Mais c'était au deuxième tour. Oui. Ouais. Ouais, ils avaient sorti les Oilers, donc déjà, c'était C'est pas vrai, si c'est mal. pas mal, ouais. Mais les 2 dernières années, ça a vraiment été des performances Mhm. décevantes en série de la part de Lebok, entre autres. Alors, c'est vraiment là qu'ils en sont. C'est impressionnant ce qu'ils font. Ils sont dominants à l'attaque, 2e, dominants en défense, 2e en ce moment. Mais un peu comme Toronto, ils en sont rendus au stade où on se reverra au mois d'avril. On me dit que la ville de Winnipeg compte adopter le slogan « Le Toronto des prairies C'est bon. C'est bon. À l'entrée de la ville, hein? Bon, où étiez-vous? Où étiez-vous vendredi soir quand la Terre a tremblé, la planète LNH, séisme? Je suis en train de faire je suis en train de faire un indicatif. Ben, Moi, je suis en train de manger au restaurant. Il a fallu que je quitte sur le champ. t'es pas sérieux. Est-ce qu'ils ont réchauffé ton plat? Mais non, je ne suis pas Est-ce qu'ils sérieux, ont- je suis resté. Ah. C'est ça que j'allais dire. Pourquoi t'as quitté? Je sais pas, il était appelé. Qu'est-ce qui t'attendait? Tu faisais de la radio à Denver? Ou, Oui, c'est ça. Marty Leclerc. So now we join Marty Leclerc Mark in the the parking Clerk, lot of this Vieux Turbine restaurant. the parking lot of Otavio. Moi, je connais pas le resto. Ben, je sais pas s'il y en a un à Ouais, Terrebonne. mais reste que ça a secoué un peu. Là. Moi, je suis tombé dessus un peu plus tard parce que j'étais occupé, mais j'ai fait le saut, là. J'ai fait le saut. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont fait Si ça. Mikko Rantanen a fait le saut. Il y a pas mal de gens qui ont fait le saut. Mikko a fait le saut, le gros saut. Il l'a dit comme ça. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'était vendredi dernier. Mikko Rantanen échangé. C'est compliqué, là, mais il se ramasse avec les Hurricanes. Non, mais moi, je n'ai pas compris. Il va falloir m'expliquer qu'est-ce que les Blackhawks faisaient dans toute cette Je histoire. vais te l'expliquer, moi. Moi, bouge pas, moi, te Bouge pas, l'expliquer. je vais t'expliquer Mais au final, là, il y a Taylor Hall qui jouait avec les Blackhawks et Mikko Rantanen qui se retrouve en Caroline. L'Avalanche reçoit Martin Necas et Necatch, pardon. Catch. Et Jack Drury. Jack Drury, qui Drury. est comment dire, Un attaquant de profondeur. c'est ça, Un jeune mais attaquant de profondeur. apprécié, là, Oui, oui. de non négligeable. Et il y a des choix, mais là, tout ça. Puis, et pour leur service, les Blackhawks, qui au passage retiennent la moitié du salaire de Rantanen, obtiennent un choix de 3e ronde. Envoie Taylor Hall en Ouais, Caroline. je l'ai dit. Mais je l'ai dit, Tu l'as dit? C'était pas clair, là, mais Ok, j'ai dit que excuse, Taylor Hall ok, était excuse. en Caroline. Bref, est-ce que. Commençons avec Rantanen, là, on va régler ça. Parce que là, il s'est dit des choses depuis. Hein. Sur le coup, on a pris pour acquis qu'il y avait mésentente au niveau d'une prolongation de contrat. Rantanen, son contrat achève, puis on s'attend à ce qu'il fasse sauter la banque. C'est ce que Chris McFarland, le DG de l'Avalanche du Colorado, a semblé aussi insinuer. Mais là, selon ce que Rantanen dit, il n'était pas nécessairement il était prêt à jouer pour un salaire qui aurait été inférieur à ce qu'il serait allé chercher une fois que le marché des joueurs autonomes va s'ouvrir. Donc, c'est pas clair. C'est un peu pas clair. Puis, il y a bien des affaires là-dedans. Là, d'abord, l'effet soudain, le caractère soudain de la transaction.
et surtout l'amplitude, cette amplitude-là, là, c'est très rare que des joueurs... Très rare. C'est Rantanen, c'est quoi? On parlait de McDavid. C'est un top 5. C'est le top 5 de la Ligue, là. Dans les 3 dernières saisons, c'est un des 5 meilleurs marqueurs de la Ligue. C'est juste qu'on n'en parle pas Meilleur dans ces marqueur, termes-là. ouais. Mais enfin, c'est un joueur Ouais. Ben, moi, j'aurais dit top 10 des attaquants de la Ligue, mettons. Ouais. top 10. On est-tu pour top 7, mettons? Peut-être top 5. C'est très rare que ça arrive donc en cours de saison. Ça s'est passé rapidement. Et tout le monde est d'avis de ben, évidemment, c'est sûr que si Rantanen s'en va à la fin de la prochaine saison, là, ça aurait été quand même pas donné pour les Hurricanes. Mais tout le monde s'entend pour dire que c'est un coup brillant de leur part. Alors, je ne sais pas, réaction, commentaire, question, commentaire, messieurs? Écoute, moi, ce qui me frappe là-dedans, on parle souvent, je dis souvent ça et je l'écris souvent, que le plafond salarial de la Ligue nationale, c'est le plus restrictif des quatre sports majeurs nord-américains. Puis c'est dur d'expliquer pourquoi, de donner des exemples en quoi il est plus restrictif. Mais ça, c'en est un exemple. Parce que dans quel autre sport avez-vous vu au cours des 15-20 dernières années une équipe qui aspire au championnat, qui s'apprête à commencer à entamer le dernier droit du calendrier, puis qui échange un des 5-6 meilleurs joueurs offensifs de la Ligue? Parce que, et la raison, c'est son contrat va finir, puis on va le perdre, on n'a pas les moyens de le payer la saison prochaine, ou ça va défaire la structure salariale de notre équipe. Donc, on préfère le jeter par-dessus bord, puis sauver les meubles, puis faire une transaction pour essayer de continuer à fonctionner à la place. Je trouve que c'est un exemple patent de ça. C'est hallucinant que tes recruteurs fassent un travail incroyable, trouver un joueur comme ça, qui produit, tu l'as développé dans ton organisation depuis longtemps, tu l'apprécies. Puis parce que le plafond, Julien Brisebois a été aux prises avec ça après avoir gagné la Coupe Stanley. Mais il ne l'a pas échangé, Kucherov. C'était des joueurs de troisième trio, là, puis on disait, mon Dieu, il est obligé de s'arracher un bras, c'est pas correct. Là, c'est le partenaire de jeu de Nathan MacKinnon. C'est un gars qui a marqué plus de buts que MacKinnon au cours des 3-4 dernières saisons. Il y a 2 buts de moins que Connor McDavid. Puis tu es obligé de le laisser partir dans le dernier droit. Je trouve que c'est épouvantable. Je trouve que ça enlève jusqu'à un certain point de la crédibilité à la Ligue. Ça ne devrait pas arriver. Ces choses-là ne devraient pas arriver. Okay, mais, le mot « obligé » est peut-être un peu fort dans le sens qu'ils ont fait un choix. Tu as comparé avec le Lightning, puis eux n'ont pas échangé Vasilevski, ils n'ont pas échangé Point, ils n'ont pas échangé Kucherov. Ils se sont débarrassés de tout le reste, puis on en a parlé. Ils en souffrent en profondeur. Il n'y a plus personne. Tout le monde joue pour 800 900 000 l'Avalanche aurait probablement pu choisir cette voie-là aussi. Il semble y avoir un petit peu plus là-dedans, où, évidemment, eux... Il semble y avoir plus que ça. Oui, il semble y avoir plus que ça là-dedans. Eux voient venir, évidemment, le renouvellement de contrat de Cale Makar à l'horizon. Donc, ça va... Il est admissible à une prolongation à partir de l'été 2026, donc dans 1 an et demi. Et puis, ça, si Cale Makar demande 16 millions de dollars, j'ai bien l'impression qu'ils vont lui donner. Là. Il y a aussi ce fameux budget interne, parfois, avec lequel fonctionnent les équipes. Nathan MacKinnon gagne 12,6. Oui. On ne voulait pas donner, de ce qu'on a compris, là, depuis de ce qui a transpiré, on ne voulait pas donner plus d'argent à Mikko Rantanen qu'à Nathan MacKinnon. Lui avait des arguments pour en demander plus parce que Leon Draisaitl vient de signer une prolongation de contrat de 14 millions, 8 ans pour 14 millions en moyenne par saison l'année dernière. Et ils ont des chiffres presque comparables. Ouais. Alors, lui avait ces arguments-là. Et en plus, le plafond salarial a augmenté. Donc, il peut dire, je ne sais pas, moi, je dis des chiffres au hasard, mais Nathan MacKinnon, quand vous lui avez offert ce contrat-là, il gagnait X%. 13,8 du plafond salarial. Bien, si vous me donnez 13,8 aujourd'hui, ça donne 13,1, par exemple. Alors, lui, vous me donnez un petit peu moins de pourcentage, mais ça fait plus d'argent réel. Donc, il y avait tout ça. Apparemment qu'il était très gourmand. C'est légitime. Là. Il y a les chiffres pour le prouver. Puis, je ne dis pas qu'il n'a pas bien fait. Là. Colorado ne semblait pas, de ce qu'on comprend encore une fois, ne semblait pas vouloir lui donner plus de fric qu'à MacKinnon. Ils vont le faire avec Makar, c'est sûr, mais ils ne l'auraient pas fait 2 fois. Après, c'est un choix qu'ils ont fait parce qu'ils auraient pu lui donner 12,8 ou 13 et après ça, être obligé de
Ouais, travailler ben, dans les marges, puis ça fait s'arrêter. partie, comment dire, ça fait partie de Peut-être échanger un Devin Taze, par exemple, éventuellement, ou Ouais. tu sais, des gars comme ça qui sont très importants pour ton équipe, mais qui ne sont pas les premières têtes d'affiche. Cela dit, c'est le plafond salarial qui crée ça. Je pense qu'un autre bon exemple aussi de cette restrictivité-là, si ça se dit. Ça se dit pas. OK. De ce plafond restrictif-là. Peut-être. Restriction? Ouais, non, mais une restriction, c'est pas la même chose. Le côté restrictif. Ouais, en tout cas, tout ça pour dire que On va mettre une équipe là-dessus. c'est quand la dernière fois que vous avez vu un échange de cette envergure-là pendant une saison. Ça rend C'était marqué dans le journal Joe Thornton en 2005, 2006, C'était au marqué. retour du lockout. C'était Ben, marqué. je pense que c'est Ouais, ça. je pense que c'est ça, ouais. Puis dans le Qu'est-ce cas qui est arrivé? Ça a été bon pour les Bruins. non. Mais c'est ça. ils ont continué à être bons, par exemple, ils ont gagné la Coupe, puis San Jose ne l'a pas gagné. Ça, c'est un autre débat, là, mais Thornton, cette année-là... Ça vient de me revenir d'en face. Ouais, le boomerang, mon vieux. Splout. Là, ouais. Mais cette année-là, Thornton a quand même remporté le championnat des marqueurs. Mais c'était pas de l'autre côté. Disons que le pactole qu'ils ont reçu, c'était moins brillant, Ben, moi, je pense, que ce que de l'Avalanche... savoir lequel des joueurs du Parce que pactole reçu en échange de Thornton était là quand les Bruins ont gagné la Coupe Stanley. Je serais à l'aise de dire aucun. Oui, il n'y en a aucun, je pense. Mais Marco ils ont été Sturm. bons ailleurs. Ouais, Wayne ils ont Primo, été bons ailleurs. Et Brad Stewart, là. Marco Sturm. Yeah. Là, au moins, tu as un Martin Necatch. Ouais, là, mais qui va peut-être partir l'année prochaine. On verra dans le lot. Mais Rantanen pourrait partir aussi. Là. Il n'y a plus de contrat à la fin Ouais, de je l'année. sais. C'est quand même un pari que les Hurricanes viennent de faire. Alors, du point de vue des Hurricanes, ça se comprend très, très bien. Ils viennent de mettre la main sur, on l'a dit, un top 5 à l'attaque de la Ligue nationale. C'est ce qui leur manque, je pense, depuis toutes ces années où ils sont très, très bons, mais pas excellents et n'arrivent pas à marquer des buts suffisamment pendant les séries éliminatoires. C'est ce qui leur manque. Ce que Rantanen a prouvé aussi. C'est pas Lui, juste un bon joueur exactement, 101 points en 81 matchs de séries éliminatoires. Il est Là, meilleur. c'est une il est aussi bon. c'est une incroyable cadence. Ouais. On joue avec McKinnon aussi. L'un va avec l'autre, c'est des vases communicants, mais quand même, il y a des bons joueurs en Caroline aussi. Donc, pour eux, mais ça demeure un pari. Parce que là, il faut le convaincre. Puis l'an passé, ils ont voulu faire ça avec Jake Gensel, puis il est parti. Donc, c'est pas donné. Pour l'Avalanche, ben c'est ça. Martin dit que c'était une obligation. Je comprends très bien ton point. Je n'irai pas jusqu'à obligation. Je pense qu'ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix, mais s'ils sont arrivés à cette solution-là, après avoir regardé tous les scénarios possibles, ils se sont dit, on s'entend qu'ils ont opté pour ce qui leur apparaissait le moins douloureux. Là. Parce qu'il aurait pris une autre voie, sinon. J'ose imaginer. Ils se sont dit, ce qui est le mieux pour nous, là, parmi toutes les options, c'est de laisser partir un des meilleurs attaquants de la Ligue nationale. Moi, T'es flabbergasté. C'est ça que tu disais à Denver, dans le parking du Otavio. Oui, mais en anglais. Parce que mais moi, au-delà de ça, c'est ça. Moi, j'utiliserais la même rhétorique pour illustrer que... Ben, enfin, la difficulté à voir, je sais pas. Moi, je pense que j'aurais préféré garder Rantanen. J'aurais préféré garder Rantanen. Oui, voilà la difficulté. Il y a une réflexion un peu Moneyball derrière ça. C'est comme dans ceux qui ont vu le film ou qui ont lu le livre. Là, c'est quand les Aces d'Oakland perdent Johnny Damon puis ils se disent on va le remplacer. Par 3 joueurs qui frappent pour. C'est ça. Ben, ça marche. Dans et le au film. hockey, ça marche. Souvenez-vous, Brad Stewart, Wayne Primo. Non, Markov remplacé par le comité. Ça a bien fonctionné. Mais, cela dit, selon Elliot Friedman, Rantanen, on lui aurait offert 11,75 millions par saison en disant ce sera toi l'ailier le mieux payé de la Ligue nationale. Parce qu'en ce moment, c'est Panarin à 11,634, je pense. 11,634. Et donc, le pitch de vente là, de l'Avalanche, c'est on va faire de toi l'ailier le mieux payé de la Ligue nationale. Ça n'a pas marché. Ça c'était pas assez. Mais apparemment, Rantanen était prêt à... C'est ce qu'il a dit. C'est peut-être pas vrai. Mais ultimement, puis un jour, ça va peut-être arriver à Montréal, là, si tu veux construire une équipe gagnante avec un trio ou plus ou moins de joueurs de la fine élite, là, c'est ça que ça coûte. Faut que tu fasses fonctionner ça. Je veux dire, c'est pas... La plus belle expérience qu'on a vue dans la Ligue nationale au cours des dernières années, c'est l'expansion de Vegas quand les Golden Knights se sont retrouvés avec un paquet de joueurs qui gagnaient
à l'époque 4-5 millions, entre 3 et 5 millions. Ça, ouais, et moins. À peu près à tous les échelons, Ouais. tu avais des gars qui avaient le même salaire. Et ça a prouvé que c'était extraordinaire OK. d'avoir un Bon. alignement équilibré comme ça. Tu avais du talent sur tous les trios. Tu avais des gars qui... Tu avais du Moneyball là-dedans. Là. Oui, il y avait du Moneyball mais là-dedans. c'est ça, mais tu avais beaucoup de gars qui étaient derrière des hauts salariés dans d'autres organisations qui n'étaient pas valorisés visiblement suffisamment, là, qui n'étaient pas bien utilisés et qui ont explosé là-bas quand ils sont arrivés dans ce contexte-là. Mais on ne reverra jamais ça, une Non. équipe équilibrée comme ça d'un point de vue salarial. Puis, là, ils n'ont plus le même genre C'est ça. d'alignement, mais ils ont construit quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Là, ça pourrait changer dans les prochaines années. Par contre, on parlait du fait que c'est quoi les 10 plus hauts salariés de la Ligue nationale en ce moment gagnent à peu près la même affaire qu'il y a 20 Gagne moins d'argent qu'il y a 20 ans. qu'il y a 20 ans. Je pense que ça va changer. Il y a beaucoup de discussions. 20 ans plus tard, ça va Non, changer. mais ça pourrait ouais. prendre une coche parce qu'il y a beaucoup de discussions à propos de l'augmentation du plafond salarial qui devrait être substantielle. On pourrait peut-être même en prévoir la valeur pour les 2-3 prochaines saisons au lieu de juste limiter ça à l'année prochaine. Puis ça pourrait augmenter assez rapidement parce que les revenus de la Ligue nationale sont en hausse. On parle d'un petit peu plus de 6,5 milliards en ce moment. Donc, ça va très bien. La santé financière est là. Draisaitl a signé un important contrat à 14 millions. McDavid s'en vient. Alors, tranquillement, on Ça va repousse monter. ce plafond-là Ouais. de plus en plus. Et les joueurs de cette génération-là refusent de donner Des concessions, Des de faire rabais. des concessions. Tu vas me payer à ma valeur. C'est bien correct. Oui. Puis, comme Rantanen vient de le faire en disant non, moi, je vaux Mais pas il a loin. dit qu'il voulait donner un rabais. Je vaux pas loin de ce que vaut Draisaitl, donc il va falloir s'approcher de ça parce Ah que ouais, mais sinon, oui. ça ne marchera pas. Bien, visiblement, à 11,75, ça ne marchera pas. Alors, c'est correct. Je pense qu'on va voir ça changer. On va voir ça augmenter. Puis, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs 20 ans plus tard. Là. Ça aura pris 20 ans, mais on est revenu. Où est-ce qu'on était? C'est ça, un autre exemple de la restrictivité du Ok, plafond que ça salarial. Ça doit existe ou que ça exister, n'existe pas, là, ça, on je suis sûr s'en que ça sert. Ouais, moi, je suis sûr que On s'en sert. en utilisant ce mot-là, on se place Ça va- dans la course au Ça Jules existe Fournier. pas pantoute. Non? Ça Ok. existe pas. Non, mais regarde, on va s'en servir. On va l'imposer Oui, je pense qu'on peut l'imposer. à l'Académie française. C'est un néologisme. Oui, c'est ça. C'est une langue vivante. Exact. C'est une langue vivante. C'est en mouvance, Voilà. une langue. Hein, il faut Si on peut s'adapter. dire Mais ça, pas- c'est quoi, des chevals? On peut dire des chevals Apparemment. maintenant? Bon. Mais c'est ça, une autre statistique qui illustre à quel point le plafond salarial de la Ligue nationale est restrictif par rapport aux autres sports, c'est que les salaires des 10 plus hauts salariés de la Ligue nationale de hockey, la croissance de ces salaires-là est 2 fois moins rapide que la croissance des salaires des 10 plus hauts salariés des autres sports. Alors, moi, je les comprends, les gars, de dire à un moment donné, là, vous allez. La chanson, C'est sûr, prends un c'est rabais, sûr. on va gagner. Non. Je suis parmi les meilleurs de mon sport. Signe le chèque, puis si tout le monde fait la même chose, ben il n'y aura pas plus d'avantages ailleurs. Là. C'est pas la philosophie Sidney Crosby. Non, Mm. ben ça dit, non, ça reste, il y a encore des exemples, mais bon, c'est ça, c'est une autre approche. Bon, vite en ballon, cette transaction-là, je pense que tout le monde s'entend pour dire que les Hurricanes font un bon coup. Mhm. Moi, je trouve que l'Avalanche, enfin, je vois pas là. J'espère que Nekatch va Mais c'est va pas un- rester puis pas va un avoir du mauvais succès. joueur, là, ouais. Oui, mais reste que. Enfin. Et les Blackhawks, voulez-vous, s'il vous plaît, quelqu'un m'expliquer qu'est-ce que. Parce que là, je lisais. Oui, non, mais ils retiennent une partie du salaire de Ouais. Talon. Oui, mais ils donnent 6 millions l'autre bord, le salaire de Taylor Hall. Ils n'avaient pas besoin. Mais ils ont ils n'avaient pas besoin de faire ça. Finalement, ils voulaient se départir de Taylor Hall, puis pour absorber une partie du salaire, ils obtiennent un choix de 3e tour. OK, mais je ne sais pas si. C'est pas grand-chose. Honnêtement, c'est ça, là, c'est beaucoup de données pour un choix de Ils donnent troisième tour. encore l'impression de ne pas gérer leurs actifs de la meilleure des manières. Il y a plusieurs théories là-dedans. Là. On voulait se débarrasser de Taylor Hall, premièrement. Apparemment que Carl Davidson aurait donné aussi sa parole à Chris McFarlane pour ce qui est de la rétention de salaire sans savoir qui était l'identité du joueur. OK. Donc ça, peut-être que s'il avait su que c'était Rantanen et que c'était le même montant, il aurait peut-être fait, ben là,
Ça vaut un choix de 2, je sais pas. Mais moi, quand je magasine, je fais tout le temps Mais ça. c'était difficile de revenir sur sa Je vais parole. l'acheter, peu importe combien ça... Je regarde, tu me diras combien ça coûte une fois que la transaction sera terminée. L'autre aspect intéressant, c'est que les Blackhawks sont allés chercher ce choix de 3e tour Oui. là, Oui. qui leur appartenait à la base. Ah, OK. Ils récupèrent leur choix de 3e tour. Qui sait, peut-être pour faire une offre hostile cet été. C'est ce que ce genre de manœuvre laisse... Parce qu'il faut que tu détiennes tes choix, tes dois- propres c'est choix. C'est propres ça, tu ne choix, peux pas ouais. donner d'autres choix. Puis c'est exactement ce que les Blues de Saint-Louis ont fait l'année dernière. C'est un échange mineur dont vous vous rappelez Ouais, certainement ouais. pas. Non, je m'en souviens très bien. Ouais. Je m'en J'essaie souviens de comme le- le jour de mes noces. Je l'avais à quelque part, oui. Donc, c'est ça. Cet été, il s'était échangé des choix. Ah ouais. Donc, Oh, ouais. les Blues avaient récupéré. Non, mais je pense qu'on l'avait flairé. Puis on avait, C'est ça. on Les avait Blues dit- avaient récupéré leur choix de 2e tour C'est ce qu'ils en ont 2025 pour pouvoir faire ces offres hostiles à Dylan Holloway Ouais. et Philippe Broberg, et ça avait marché. Ça a bien marché. Là, la seule affaire, c'est que il manque encore le choix de 5e tour aux Blackhawks, mais ça ne devrait pas être un problème pour ce qui est d'une offre hostile. Donc, leur choix de 3e tour leur permettrait ça. C'est peut-être une stratégie à long terme. Pour l'instant, ils ont un peu l'air du dindon de la farce, mais J'aime ça. dans quelques mois, peut-être J'aime qu'ils vont ça. juste avoir l'air Génial. de la farce. Génial. ou du Juste la dindon, farce. mais pas les deux. Et puis, puisqu'on est dans les Les tenants et non, mais aboutissants. Les stratégies. ouais, et du Fegoudi, là, parce qu'ils ont été nombreux, vous avez vu, il y a beaucoup de commentateurs qui pensaient aussi que pour Colorado, ça laissait présager autre chose. Tout le monde pense à Sidney Crosby. Ben, il y a ça, mais est-ce que partagez-vous cette Ben, ils ont sauvé fébrilité? Ils ont sauvé un petit peu d'argent, un petit peu plus d'1 million, je pense. Donc, quand ça, Ce serait c'est bien qu'ils fassent autre chose. Moi, c'est ça mon quand opinion. ça c'est bien géré, d'ici à la date limite des transactions, ça va leur ouvrir des possibilités. Donc, je ne serais pas surpris qu'ils fassent autre chose, effectivement. De là à ce que ce soit Sidney Crosby. Hey, hein? Parce que là, ça s'emporte pas mal sur les réseaux sociaux là, depuis que Dubus a dit qu'il était prêt à faire certaines ventes. Là, tout le monde est comme Crosby. Mais... Sidney Crosby, les Signé un gens contrat. polaires semblent pas. Il a signé un contrat raisonnable qui laisse la porte ouverte si jamais il veut bouger. C'est pour ça qu'il a signé un contrat raisonnable ou c'est pour dire Non, je vais mais- laisser de la marge de manœuvre Il à aime pas mon ça, l'argent. directeur général pour qu'il puisse faire en sorte qu'on soit compétitif. Parce que ça a été ça Dans sa les deux réflexion à l'époque. Oui, au Il y a- début, quand il était à ouais, son c'est apogée, ça. mais là, l'organisation est dans un état, est en lambeaux. Là, fait que, il a comme donné de la valeur. En signant un contrat, il s'est donné une valeur sur le marché qui permettrait aux Pingouins d'aller chercher quelque chose en retour, mais qui lui permettrait aussi de choisir sa destinée s'il veut être. Jouer avec McKinnon. S'il veut avoir une chance. Puis McKinnon, c'est son partenaire d'entraînement. Ou s'il veut jouer pour l'équipe qui a repêché son père. Ah, voilà. Et un ou l'autre. Moi, je pense qu'on est gagnant. Là. C'est deux bonnes histoires. Égales. Je peux vous dire que les chroniqueurs du Pittsburgh, là, Ah ouais? dans le Pittsburgh, Ah ouais? ils sont catégoriques que ça arrivera jamais. Que Sidney Crosby va être échangé? Jamais. Donc, Il l'a ça- dit à tout le monde, là, à la cantonade, à qui voulait bien l'entendre, qu'il était un pingouin pour la vie. OK. C'est pour ça qu'il avait signé et qu'il ne s'en irait nulle part. C'est dommage, parce que ça va être une fin de carrière misérable. Misérable. Hein? Ben, Miserable. T'as raison. Ce serait triste, honnêtement, qu'il finisse comme C'est ça. qu'on le voit plus jamais jouer en séries éliminatoires, ce serait. OK, on y arrive. Bon, Alex, aimes-tu ça, les vacances? Beaucoup. T'es bon là-dedans. La maison. je me débrouille bien dans les Tu te vacances. débrouilles bien, c'est une de tes forces. Ouais. Ben, Ben, moi c'est- aussi, je m'appelle Alex et moi aussi, j'aime ça, les vacances. Ben, Mais je on, m'en souviens pas. on a un petit côté princesse, hein? Oui, moi, je ne prends pas de vacances s'il n'y a pas d'eau chaude. Là. C'est dans ben ce là, sens-là, non? Ben là, oui, ben ça. Toi, pas, toi, pas de toi, vacances en t'étais- forêt. de là. ce point de vue-là, tu es extrêmement Ok, je pensais que c'est là princesse. que tu Oui, voulais. non, moi, le camping, Extrêmement princesse. le camping, j'aime bien, mais j'en fais Ça moins va être maintenant. Là, Le avec titre les de mon enfants et tout. autobiographie. Mais Où il y est-ce a- que tu je t'en lisais allais? les commentaires sur YouTube il n'y a pas si longtemps, puis il y a quelqu'un qui disait que j'étais une princesse. OK, Puis je me suis dit, je c'est vrai. pense qu'il a raison. OK. Ouais. Mais t'amènes ça à notre attention Parce parce qu'on jasait, là. OK. C'est de la discussion. Hey, puisqu'on parle de ce qu'on a lu sur Facebook puis qu'il n'y a pas rapport là, avec la conversation, hein,
À la question du public cette semaine, il y a quelqu'un qui a répondu qu'est-ce qu'il faut corriger là, avec urgence? Puis quelqu'un, je sais pas, a évoqué Alex Barré-Boulet. Boulet. Ouais, non, mais apparemment que il faut dire Boulet. Moi, je l'écoute peu à la radio, mais Martin McGuire aurait dit que c'est comme ça que Barré, c'est comme ça qu'Alex, un autre Alex, c'est comme ça qu'il veut qu'on prononce son nom. Apparemment, dans son coin de pays, là, je ne me rappelle pas où, Montmagny, ça se peut, est-ce que ça se peut? On va lui demander. Apparemment qu'on dit ça comme ça là-bas. Mais ça s'écrit s'écrit Boulet. Oui, absolument. Non, puis moi, ça me rendait fou. Je ne sais pas si on en a parlé on en en a parlé. ondes, mais ça me rendait fou. Puis D'entendre des gens dire Boulet. Barré-Boulet, mais semble-t-il que c'est moi le fou. Donc, Bon, Martin, as-tu une parenthèse par rapport? Comme ça, on va faire le... Non, c'est correct. Celle-là était très bonne. Je ne peux pas surenchérir. Je peux comprendre. C'est toi qui as apporté ça à mon attention. Je n'avais pas vu non plus que Alex Pietrangelo, c'est de cet Alex-là dont il est question. Ouais. Je pensais qu'il était blessé. Ah, c'est vrai, on a oublié de parler de ça. Non. On n'a pas oublié, là. C'est ça qu'on fait. Ben, jusqu'à maintenant, on avait oublié, mais c'est ça. C'est comme Caden Primo, là. Tous les matchs qui... On va parler de Caden? Non. Et là, il n'y a pas beaucoup de... Il n'a pas enlevé de mauvaises séquences en ce moment. Mais là, concentrons-nous. Reprends. Alex Pietrangelo, Oui. c'est un défenseur, d'accord? Bon. Il devait jouer avec Équipe Canada au tournoi, la confrontation des 4 nations. Oui. Et moi, je pensais qu'il était blessé. C'est pas tout ce que tout le monde pense. Ben, Non, il moi, n'est pas blessé du tout. Il n'est pas blessé du tout. Il a manqué des matchs au mois de novembre, je pense. Il préfère les vacances, et d'où la boutade en début d'épisode. Oui. Honnêtement, ça, moi, j'ai vu passer cette annonce-là. Il se désiste. Je me suis dit, il est blessé. Oui, c'est ça. Mais il joue 24, 25 minutes, 23, 24, 25 minutes par match. Il continue à jouer avec son équipe. Et vraisemblablement, il a décidé que à l'âge de 35 ans, avec la position de son équipe au classement, son travail, c'est de se reposer pour être bon en séries éliminatoires, essayer de gagner une Coupe Stanley. Et que c'est un gars qui a un palmarès quand même bien rempli. Là. Il a gagné la Coupe Stanley 2 fois. Il a gagné la médaille d'or olympique. Il était là à Sochi. Il était là à Sochi. Et jouer un tournoi au milieu de la saison qui est un prétexte pour faire de l'argent, il juge que c'est pas prioritaire pour lui. C'est ça, j'entendais les confrères de TSN hier dire que c'est une très mauvaise image pour la Ligue nationale. Eux essaient de vendre ça comme étant c'est le retour du summum de la compétition internationale. Et là, Pietrangelo envoie le message disant que c'est un match des étoiles. Un peu le message qu'Ovechkin lançait ça. avec le match des étoiles. Je vais prendre les 12 jours de vacances puis Merci beaucoup. Je vais en profiter à plein. Et honnêtement, moi, je le blâme pas pour ça. Je comprends je suis sûr qu'il y a des gars qui participent à ça, à cette confrontation-là, qui sont excités parce que c'est la première fois qu'on forme une équipe canadienne avec les meilleurs joueurs depuis Sochi, depuis 2014, et que c'est une préparation. Ils ont la vision, ils se disent on va se préparer pour les Jeux olympiques, puis ça va nous donner une chance d'avoir un avantage sur d'autres pays qui ne pourront pas faire ça. Mais je comprends parfaitement Pietrangelo là, à son âge, considérant la position de son équipe, de dire moi je privilégie la préparation pour les séries éliminatoires. Puis s'ils veulent de moi pour les Jeux olympiques l'année prochaine, je vais y aller. Est-ce qu'il va privilégier la position au classement de son équipe l'année prochaine si jamais il est appelé? Non, c'est pas le même enjeu. Alors que la Ligue nationale veut faire croire que oui. Oui, c'est ça. Parce que le retour du summum de la compétition internationale, c'est pas les 4 nations. C'est pas les 4 nations, non. Mais c'est une amorce. Moi, je ne sais pas si ça va nuire à sa candidature, cela dit, pour l'an prochain. Là. Ça n'aidera pas, sa candidature. Ça c'est sûr et certain. Moi, je pense que le succès de cette initiative-là, appelons ça comme ça, parce qu'on sait qu'éventuellement, on veut qu'il y ait plus que 4 nations, peut-être 5 ou 6. Ça ne marche pas. Là. Si je mets un S avant, on ne l'entend pas. Que ça soit un vrai tournoi international, dans le fond. Et le succès de cette opération-là réside dans
le lien qu'il va y avoir avec les Jeux olympiques. Et je pense que s'il y a de l'intérêt là pour les 4 nations, c'est parce que justement, c'est en préparation pour les Jeux olympiques. Oui. Une fois que les Jeux olympiques vont avoir lieu, si on revient 2 ans plus tard avec un vrai tournoi international et qu'on est capable de faire en sorte que on fait plus tant la différence, Mais il y ça aura, va avoir du succès. Mais ça n'arrivera jamais. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a un où tu compétitionnes sous le plus grand chapiteau sportif au monde. Ce sont les Jeux olympiques. C'est une médaille olympique. Je comprends. Alors que Mais l'autre, si, c'est un mettons, tournoi là, organisé par la Ligue nationale de hockey. Mais mettons là, qu'en finale des Jeux olympiques, là, les États-Unis battent le Canada 2-1 en prolongation. Là, 2 ans plus tard, dans la Coupe du monde, ou appelle-la comme tu veux, de la LNH, je pense que Ça n'aura pas le même. Ça n'aura pas la même chose. ben, je dis pas que ça aura. Non, mais ça va. C'est un tournoi qui risque d'être légitime plus que ne l'était la Coupe du monde qu'ils ont essayé de faire en 2015-16, avant le. 2016. C'est ça, c'était vraiment un. C'est une autre version de ça qui Mais c'est la même mais je affaire. pense que, oui, Comme la mais- Coupe du monde en mais de 2004, le faire- avant le lockout, c'est la même chose. Oui, je sais, mais de le faire comme ça, de le faire dans les mêmes paramètres, c'est-à-dire à 2 ans d'intervalle, dans les mêmes paramètres, je pense qu'il y a une chance. Je répète ce que je disais. Le succès de cette initiative-là va passer par le succès qu'ils vont avoir à ce que ça ressemble, ou est-ce que ce soit interrelié avec les Ben, Jeux c'est le olympiques. souhait, là. C'est qu'il y a un Ouais. calendrier. Ouais, mais C'était d'établir un calendrier international où il y aurait une rotation de ces C'est ça. tournois-là aux 2 ans. Là. C'était le souhait quand Luc Tardif et Gary Bettman nous en ont parlé l'année dernière pendant le match des étoiles. Mais c'est ça, l'enjeu réel de ça, c'est qu'il existe un calendrier de compétition internationale, les Jeux olympiques, le championnat du monde qui est organisé à tous les ans par la Fédération internationale. Puis la Ligue nationale regarde ça, puis ils disent, nous, on veut s'approprier une partie du hockey international puis faire de l'argent. Ça a toujours été ça. Et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas allés aux Jeux olympiques depuis 10 ans. Puis comment dire, et ça a privé les partisans. Puis, tu sais, je ne suis pas en train de faire l'apologie là, du capitalisme galopant, mais reste que le championnat du monde, c'est pas les meilleurs joueurs qui sont là. Puis moi, en tant que partisan, ça m'intéresse de voir les meilleurs des meilleurs s'affronter plus souvent qu'aux 10 ans. Et une autre, c'est pour toutes ces raisons-là aussi que la Ligue nationale essaie de nous enfoncer dans la gorge en ce moment des disponibilités médias avec des joueurs pour parler des 4 nations. La semaine dernière, dans le vestiaire du Canadien, on nous dit on va parler avec Patrick Laine puis Yoel Armia. On va vous les sortir, alors que personne n'avait demandé à parler à Laine et Armia. Nous dire, c'est à la demande de la Ligue nationale pour parler des 4 nations. Donc, et ça se faisait dans d'autres marchés aussi. Ouais. C'était une commande. Puis chez les C'était quand télédiffuseurs aussi. Ben oui, chez les télédiffuseurs aussi. C'est quand le Lightning était en ville. Puis ça donne qu'avec le Lightning, il y a l'entraîneur de l'équipe canadienne. Puis il y a aussi Victor Hedman, puis Brandon Hagel, puis qui parlait à 5h moins quart avant le début du match à l'oreille du vestiaire du Lightning. Victor Hedman, Brandon Hagel, puis John Cooper pour mousser. Puis après ça, il y a des textes, des articles sur NHL.com, la version francophone aussi, tout ça de Laine, la rivalité. Ça va être bon. On les haït, les Suédois, on a assez hâte de les battre. Là, on est comment? Pourquoi on parle de ça là, à 3 semaines du début du tournoi? Il n'y a aucune annonce, il n'y a rien qui justifie ça dans l'actualité. Alors, la Ligue nationale pousse très fort sur la mine de son crayon pour essayer d'avoir le plus grand rayonnement possible avant le début du tournoi, même quand il ne se passe rien. Mais Alex a fait son choix et il préfère les vacances. Que grand bien lui en fasse. C'est assez. C'était bon. Il y avait du stock. Nous aussi, on opte pour les vacances jusqu'à vendredi matin. Jusqu'à vendredi prochain. Alex, lui, jusqu'à mardi. Ben oui, parce que moi, lui préfère les... Exact. C'est une vraie préférence. C'est Alex. C'est Alexandre Gascon. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci, Alex. Ça m'a fait plaisir, messieurs. Et Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. Ça a été très agréable encore une fois, messieurs. Un gros merci à Simon et Souli en régie pour la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Grosse semaine. Dans quel monde se réveilleront-on mardi prochain? J'aimerais mieux pas le savoir.